En France, c'est une page santé avec cette pratique qui se développe, qui laisse la plupart des médecins sceptiques, mais qui a un grand succès, la pratique du jeûne. Se priver de nourriture pendant 3 jours, 5 jours, voire plus, pour faire reposer l'organisme. Cela va bien au-delà de la diète qu'on pratiquait autrefois. Alors cette abstinence est-elle salutaire ou illusoire? C'est le dossier de cette édition. Il est signé Jenny Vernock, Antoine Morel. Affaires qui ont tourné, il y a notamment un jugement qui est attendu cette semaine dans l'affaire d'un naturopathe en région parisienne, poursuivi pour exercice illégal de la médecine. 1 an ferme a été requis. Et sur les réseaux sociaux, on voit passer pas mal de témoignages de proches de patients cancéreux qui ont refusé des chimios, des traitements sur les conseils, entre guillemets, de leur naturopathe. Il y a de quoi être un peu perdu. Le but est d'affamer la tumeur et de mettre en place 2 grands principes du corps humain qui sont très connus en biologie et complètement ignorés en médecine, qui s'appellent l'autophagie et l'homéostasie. Si tu ne dis pas à ton corps que tu veux survivre, tu ne survivras pas. Alors le jeûne, c'est primordial. Notre corps, il a besoin de ce qu'il a toujours eu, à savoir de l'alimentation naturelle. Donc ceux qui ont le courage de faire fasting, c'est intermittent fasting, et ceux qui en plus, 1 fois par mois, ne mangent rien pendant 3 jours, sont à l'abri de toute maladie métabolique. Bonjour à tous. Bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, la raison est plutôt simple. J'ai pas le temps. Non, ce genre de vidéo prend énormément de temps, et en fait je destine cette chaîne principalement à des contenus beaucoup plus travaillés et des enjeux de vulgarisation toujours plus ambitieux. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus léger que d'habitude, on va parler de cancer. Et du jeûne bien sûr. Est-ce que le jeûne peut soigner le cancer? C'est ce que beaucoup de personnes pensent ou préconisent. En fait, on a découvert l'élixir de jeunesse. Cependant, depuis la crise sanitaire, on entend de plus en plus de personnes faisant la promotion de méthodes alternatives, mais le jeûne a également la peau dure. Certains dans le lot ont même vanté les mérites du jeûne pour soigner certaines maladies, et ont dénoncé un système de santé totalement gangréné de l'intérieur, par une envie de gagner de plus en plus d'argent, sans se préoccuper de la santé des consommateurs. Business du cancer, il faut savoir que ça pèse à peu près 14 milliards d'euros en France. Certains ont même prétendu que le jeûne les avait guéris du cancer, c'est dire. En plus, ces personnes ont des arguments en béton armé. Tous les spécialistes du cancer seraient derrière eux, mais la médecine et l'industrie pharmaceutique feraient barrage, car cela bouleverserait leur environnement économique. C'est vraiment étrange. Est-ce que l'industrie serait plutôt attirée par l'appât du gain, l'argent, le chiffre d'affaires, ou simplement qu'il y a un manque d'efficacité et qu'ils ne peuvent pas le préconiser? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En parlant des protagonistes, il était prévu que j'analyse plusieurs personnes. En premier lieu, je voulais analyser Fred Evard, qui aurait soigné d'un cancer du côlon. Grâce à plusieurs techniques, comme le jeûne, le régime cétogène, mais également Guy, qui aurait soigné son cancer de la prostate grâce à du jeûne, mais aussi grâce à une multitude de compléments alimentaires quasi miraculeux. Le problème dans tout ça, c'est que Guy, il dit beaucoup de conneries. Et il a une fréquence de vidéos qui est quasi quotidienne, il a des prises de position dans de nombreux podcasts, et étant donné que je ne fais pas les choses à moitié, j'ai préféré lui consacrer une vidéo entière. Pour votre plus grand plaisir, évidemment. Ainsi, pour ce qui est de Guy Tenenbaum, il est décrit comme un gérant d'entreprise qui serait intéressé par l'alimentation, après avoir découvert qu'il était atteint d'un cancer de la prostate. Je suis un survivant du cancer qui avait 3 mois à vivre. J'ai été décelé cancer de la prostate, mais j'avais un peu de cancer sur le côté droit du poumon. Mes os étaient attaqués, les médecins m'ont dit écoutez, à votre niveau, il n'y a plus rien à faire. Malheureusement, ce pronostic tragique aurait été causé par une erreur médicale. En effet, pendant plusieurs années, il y a eu une négligence, et Guy aurait eu l'apparition d'un cancer de la prostate sans que ses médecins traitants s'aperçoivent de quelque chose. Guy a même déposé plainte pour préjudice corporel et erreur médicale. Rien de mieux que pour vous en convaincre, je fais une petite citation du livre de Guy Tenenbaum, qui est Ma croisade contre le cancer. Nous sommes complètement effondrés, démolis. Je ressens une colère profonde contre les médecins et hôpitaux où je suis allé pendant ces 3 dernières années, qui n'ont pas été fichus de même envisager la possibilité que j'avais un cancer. J'éprouve même de la rage, car j'aurais pu être sauvé, et je ne suis plus sauvable. Et ça peut se comprendre. Est-ce que dans la même situation, on aurait réagi d'une façon différente? Ça, on peut pas vraiment le savoir. Par contre, créer un livre qui propage de la désinformation, ça, on peut tous l'éviter. Le but est d'affamer la tumeur et de mettre en place 2 grands principes du corps humain qui sont très connus en biologie et complètement ignorés en médecine, qui s'appellent l'autophagie et l'homéostasie. Ça s'appelle l'autophagie, encore un prix Nobel. 2016, un japonais. Les japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Et la voix, elle est connue depuis 1931.
Warburg, le prix Nobel. L'autophagie, c'est un mécanisme évolutif conservé pour maintenir un certain équilibre en cas de stress, en recyclant des composés tels que les acides aminés, les acides gras, de l'ARN, ou même des virus et des bactéries, afin de fournir une source de nutriments permettant de garantir une survie aux cellules. On remarque dans les études qu'au départ, à un stade précoce, de cancer, l'autophagie servirait de bouclier à muter à un stade tumoral. Néanmoins, au fur et à mesure que la tumeur se développe, l'autophagie permet une certaine autonomie nutritionnelle aux cellules cancéreuses. En effet, la demande en énergie des cellules tumorales, qui ont une croissance et une prolifération très importante, peut en fait déclencher une autophagie afin de garantir sa survie. Pour finir, le prix Nobel Yoshinori Oshuni, si j'arrive bien à le prononcer, a reçu le prix Nobel pour sa mise en évidence du contrôle moléculaire de l'autophagie et a travaillé toute sa carrière sur des levures. Un directeur de l'INSERM explique que ce prix Nobel a mis en évidence des mécanismes comparables chez l'homme, mais n'a jamais travaillé sur l'autophagie en conditions physiopathologiques. Alors, pour ce qui est de l'effet Warburg, tout d'abord, la personne qui a découvert le mécanisme s'appelait Otto Warburg. C'était un médecin et physiologiste allemand, et en 1924, elle découvrit un truc assez intéressant. Il remarqua que les cellules cancéreuses utilisaient principalement une certaine voie pour se nourrir. On appelle la voie de la glycolyse anaérobie. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ce qui se passe, c'est que quand on consomme des aliments, ces derniers vont être dégradés en plusieurs nutriments. Ça peut être des acides aminés, des acides gras, ou encore du glucose. Ce glucose, quand il rentre dans une cellule, il va être dégradé. On appelle ça la glycolyse. Il va être dégradé et il va être transformé en une autre molécule qu'on appelle le pyruvate. Alors ce pyruvate a plusieurs destinées. S'il n'y a pas d'oxygène, ce pyruvate va être converti en une autre molécule qu'on appelle le lactate. Ce lactate va permettre de refaire la réaction précédente et de faire un cycle pour avoir au final une création d'énergie qui est assez mineure. Si par la suite on arrive à avoir de l'oxygène, ce pyruvate va être envoyé dans la mitochondrie, ce sont des petites usines, si je résume, de notre organisme, pour créer encore plus d'énergie. Sauf que dans le cas des cellules cancéreuses, elles utilisent principalement la voie de la glycolyse, c'est-à-dire qu'ils transforment le glucose en pyruvate et le pyruvate en lactate, et délaissent en grande partie la voie de la mitochondrie. Du coup, Otto Warburg s'est dit, le cancer serait peut-être dû à une anomalie de la mitochondrie. Du coup, si les cellules cancéreuses utilisent principalement du glucose, si on retire le glucose en faisant un jeûne ou un régime cétogène, on va affamer la tumeur et ça va la tuer. Alors ces hypothèses, c'est pas Guy et Fred qui les ont inventées. Ces propos viennent principalement d'un chercheur qui s'appelle Thomas Seyfried, qui reprend les hypothèses de Otto Warburg et qui explique que le cancer serait dû à une anomalie de la mitochondrie. Alors, tout d'abord, avant de regarder le fond des arguments, regardons la forme, car certains red flags peuvent nous mettre sur la voie que ce que dit ce monsieur n'est pas forcément à prendre au sérieux. Tout d'abord, monsieur Thomas Seyfried a été interviewé par le docteur Mercola, qui n'est pas vraiment un docteur en médecine, mais en ostéopathie, qui fait de la promotion sur des opinions pseudo-scientifiques sur le cancer et le charlatanisme, comme la position de Tullio Simoncini, un ancien médecin italien qui pensait que le cancer était dû à un champignon. Tout à l'heure, j'ai acheté des champignons, papa. Et que le bicarbonate de soude en intraveineuse était le moyen de le traiter. Ce matin, vidéo sur le baking soda. Après avoir passé la nuit avec Thomas Seyfried, donc de manière à ne donner aucune chance à mon cancer, j'ai donc décidé de prendre une cuillère à café dans un citron toutes les 12 heures. Baking soda et citron ou vinaigre de cidre. Ce monsieur Tullio Simoncini a été reconnu coupable de fraude et homicide involontaire car un patient aurait suivi son traitement. Comme c'est bizarre. Comme par hasard. Ce docteur Mercola dit également que les écrans totales ne servent à rien pour protéger du cancer de la peau, mais justement qu'ils les augmentent. Mais ne vous inquiétez pas, ce cher monsieur Mercola propose une solution efficace vendue sur son site internet à un prix dérisoire. Je vous conseille vivement d'y aller. Ce serait vraiment dommage de rater une si belle affaire. C'est une si belle affaire qu'en 2016, il a dû verser 2,6 millions de dollars pour publicité mensongère, car il a vendu des lits de bronzage affirmant qu'il réduisait le cancer, soutenu par des études qui étaient également discréditées. Il fut également interviewé par le docteur Eric Berg, un charlatan américain docteur en chiropraxie, négationniste du cholestérol, scientologue, et fort défenseur du régime cétogène, étonnamment. Ah, et un petit fait amusant, si on retourne en 2022 sur le site de Eric Berg, le mec s'autoproclamait comme l'un des meilleurs experts du régime cétogène au monde. Ah mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Il a même réalisé une vidéo disant qu'il pouvait diminuer le risque de cancer jusqu'à 0%. Waouh. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Today, Eric made an amazing video to avoid to have cancer. Lower your cancer risk down to 0. Yes, it's possible if you follow what Eric will tell you in this video. I will put the link, of course. Eric knows me and he speaks about me in this video. And of course, on the flip side of that, what about fasting? What about intermittent fasting? What does that do for cancer? Well, it does a lot. It's probably the most important thing you can do if you get cancer. In fact, there's 2 cases that I know right now that
were both stage 4 terminal cancer. And both of these people did fasting and completely went in remission with cancer. I mean, the doctors were just dumbfounded. I did an interview with one of the gentlemen, which I'll put a link down below. I mean, it's quite amazing to go from a stage 4 to not having any stages of cancer. That's incredible. Donc pour lui, la meilleure chose à faire pour prévenir le cancer, c'est faire du jeûne, même quand on est en phase terminale. Et la preuve qu'il nous apporte, c'est quoi? C'est Guy. Guy a survécu de son cancer. Donc le jeûne, c'est génial. Mais bravo l'argumentation. Mais c'est de mieux en mieux. Je vois que vous portez un parachute. Mais vous savez, les parachutes, ça sert à rien. En plus, je connais quelqu'un qui a sauté d'un avion sans parachute, et il a survécu. Voilà comment je vois cet exemple. Non mais je suis désolé. Bon et ensuite, quoi ces autres conseils à notre expert mondial? Ah, il nous dit que le fait de remplacer les graisses saturées par les graisses insaturées, ce sont des recommandations pour réduire le risque de cancer, sont de mauvaises recommandations. Pourquoi me direz-vous? Ah oui, parce que les études faisant ces recommandations sont des études d'observation. Ce sont des études de mauvaise qualité, utilisant des questionnaires alimentaires, c'est pas fiable. That you should replace your saturated fat with unsaturated fat. Okay, so this right here is very, very bad advice. And all the things I talk about today, I'm going to put research down below so you can cross-reference these studies. But the quality of studies that they did for fat are basically questionnaire studies, very, very poor quality, very inconclusive. To say that saturated fat alone increases your risk of getting cancer. Du coup, si on suit sa logique, personne ne pourrait utiliser ce genre d'études pour tirer ses conclusions. C'est vraiment dommage parce que c'est exactement ce genre d'études qu'ils utilisent pour dire que s'exposer au soleil diminue le risque de cancer, ou que la consommation de jus de fruits et de boissons sucrées l'augmente également. Oh merde! Oh, c'est con ça! Il faudrait à un moment donné penser à être cohérent. De plus, ce qui est intéressant, c'est que cette étude-là ne parle pas de cancer de la peau, mais de cancer du sein et de la prostate. C'est selon moi un peu malhonnête d'exclure un type de cancer qui est principalement touché par une forte exposition au soleil. Et encore une fois, ce n'est que mon avis. Ah, et pour rappel, la réduction des graisses saturées, c'est pas que pour le cancer, hein. Ça réduit aussi le risque de maladies cardiovasculaires. Et ça, ce sont les essais cliniques et les études d'observation qui le disent. Donc tes conseils, Mais c'est de la merde! Enfin bref, on tombe sur une vidéo de prévention qui, si on suivait véritablement tous les conseils à la lettre, aura plus de chances d'augmenter nos risques de cancer que de les diminuer. Voilà avec qui le docteur Seyfried s'associe pour paraître crédible. Je trouve ça vraiment étrange, mais après, je peux me tromper. Encore une fois, je peux me tromper. S'il veut être pris au sérieux par la communauté scientifique, il ne devrait pas dire des choses comme ça. Le régime cétogène, à faible teneur en glucides et riche en graisse, peut remplacer la chimiothérapie et la radiothérapie, même pour les cancers les plus meurtriers, a déclaré le docteur Thomas Seyfried. Quoi? Ah ouais, ça peut carrément remplacer les traitements traditionnels, mais c'est génial. J'espère que le Thomas Seyfried a des preuves incroyables à nous donner. Tout d'abord, voyons les hypothèses du docteur Thomas Seyfried. Ah oui, c'est vrai. Le cancer serait d'origine métabolique. Mais métabolique, c'est-à-dire? Avant de comprendre tout ça, je vais vous expliquer quel est le consensus sur les causes du cancer et comment se forme réellement une tumeur. Le cancer est une maladie plurifactorielle, où certaines cellules se développent de manière incontrôlée, causées par de nombreuses mutations. Ces mutations peuvent impacter des gènes, régulant leur développement, amenant au final à une prolifération anormale de cellules. Ces cellules peuvent former des tumeurs. Ces tumeurs peuvent être malignes ou cancéreuses, ou non cancéreuses, dites bénignes. Le cancer en lui-même ne peut pas être transmis des parents à un enfant. Cependant, les parents peuvent transmettre des gènes augmentant le risque de cancer. On a par exemple les gènes BRCA1, s'ils subissent une mutation, pourront augmenter le risque de cancer du sein. Ou encore on a le gène APC, qui lorsqu'il est muté, augmente le risque de cancer du côlon. Les causes du cancer sont un ensemble de prédispositions génétiques et implications environnementales, comme subir des radiations, les rayons du soleil, fumer, boire de l'alcool, ou avoir une alimentation déséquilibrée, augmentant ainsi le nombre de lésions à l'ADN et donc le risque de mutation et de création d'une tumeur. Pour ce qui est du mécanisme en détail de la création d'un cancer, je vous laisse la vidéo excellente de Science Étonnante, qui est selon moi l'un des big boss de la vulgarisation scientifique dans le domaine francophone, car ici, on n'aura pas assez le temps de développer. Mais si ça vous intéresse, j'ai fait un petit résumé sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Pour résumer les choses simplement, le cancer serait la cause de nombreuses mutations, mais ces mutations seraient dues à des problèmes de prédisposition génétique et environnementale, mais selon le docteur Seyfried, ce serait principalement dû à des problèmes mitochondriales, à une anomalie métabolique. Néanmoins, un argument poule ou œuf persiste. Elle est où la poulette? Est-ce que ce sont les anomalies métaboliques qui causent une mutation et donc le cancer, ou est-ce que ce sont les mutations qui causent ces anomalies métaboliques? En soi, son hypothèse a l'air de se tenir sur le papier. Il est même possible que certaines études sur des cellules auraient montré des effets prometteurs. Néanmoins, pour faire de telles recommandations sur le régime cétogène, il faut des bases solides, des essais cliniques sur plusieurs personnes, et que ces derniers soient répliqués afin de voir si les résultats sont cohérents entre eux.
Le Dr Seyfried apporte des preuves sur l'animal, principalement sur des tumeurs cérébrales. Cependant, une preuve chez l'animal n'est pas une preuve chez l'homme. Les effets peuvent être totalement différents d'une espèce à l'autre. Malheureusement, les études sur l'homme sont assez mineures et ne courent pas les rues. Voyons ce que le Dr Seyfried nous donne pour prouver ses dires. Par exemple, il cite 2 rapports de cas, un de 1995 sur 2 patients et un de 2010. Le premier rapport de cas fait sur 2 personnes utilisant un régime cétogène. Les chercheurs ont remarqué que les sites des tumeurs avaient une diminution de l'utilisation du glucose et que un des patients sur 2 avait une amélioration de l'humeur. Qu'est-ce que ce rapport de cas peut nous montrer ? Pas grand chose au final. Simplement que le régime cétogène peut diminuer l'absorption du glucose pour les tumeurs. Point barre. Thomas Seyfried nous donne un deuxième rapport de cas qui est une femme de 65 ans avec un cancer cérébral. Elle a suivi un traitement standard en plus d'un régime cétogène. Un jour après son opération, elle a subi un jeûne de 2 jours, suivi d'un jeûne de 3 jours commençant une semaine après l'opération, suivi d'un régime cétogène restreint. 3 semaines après son opération, elle a commencé un traitement de soins standard, une radiothérapie, puis une chimiothérapie. Le patient avait également une mutation génétique dans sa tumeur qui produit une sensibilité accrue à la chimiothérapie. Heureusement pour la patiente, elle a eu ce qui semble avoir une réponse assez complète, après quoi elle a suivi un régime cétogène moins restrictif. Malheureusement, la patiente a récidivé 8 mois plus tard. Les conclusions du Dr Seyfried, il sous-entend fortement que la tumeur a récidivé parce que la patiente a arrêté le régime cétogène. Ah, je sais pas si je l'aurais tenté celle-là. Cependant, dans tout ça, comment savoir si c'est le régime cétogène ou le traitement standard qui a permis de réduire la progression tumorale ? Le Dr Thomas Seyfried a une réponse pour vous. Je cite. Le Dr Seyfried explique que ces études sont toutes en association avec une radiothérapie ou une chimiothérapie. Ma préférence est de commencer une thérapie métabolique lorsqu'on a affaire à un glioblastome multiforme. Il s'agit d'un cancer dévastateur du cerveau. La thérapie métabolique, avec un régime cétogène restreint, pourrait être effectuée avec quelques tumeurs où vous savez que la norme de soins conventionnels ne fonctionne pas du tout. Vous choisirez ces types de patients et ferez un essai clinique basé sur des contrôles historiques et vous verriez quel serait le résultat. Et vous verriez également si vous pouvez obtenir un certain niveau de survie qui correspondrait ou serait meilleur que la norme des soins conventionnels. Attends, je crois qu'il y a une petite erreur là. Vous êtes en train de me dire qu'un chercheur scientifique, qui serait renommé dans le monde entier, proposerait un protocole qui ne respecte pas les normes éthiques ? Je me pose trop de questions. C'est sûrement Big Pharma qui m'a influencé. C'est eux les méchants après tout. Bon, avec tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Laissez-moi résumer la chose. On a un docteur qui joue d'argument d'autorité, qui explique avec des mécanismes hypothétiques, des preuves sur l'animal, des rapports de cas qui sont à un niveau très faible dans la littérature scientifique, tenant des propos anti-science et non éthiques, prétendant que le régime cétogène peut remplacer la chimiothérapie et la radiothérapie pour tous les cancers, alors que toutes les études qu'il cite sont principalement des cancers cérébraux. Pour finir, un scientifique qui est totalement à l'opposé du consensus scientifique actuel sur un sujet précis devrait nous mettre la puce à l'oreille. Alors bien sûr, il existe des exceptions, mais ça reste quand même un bon red flag pour détecter les charlatans. Mais avec tout ça, est-ce que le cancer est d'origine métabolique ou d'origine génétique ? Il est possible que ce soit les deux. En effet, le cancer est d'origine multifactorielle. On a des prédispositions génétiques, épigénétiques, des facteurs environnementaux, il y a l'alimentation, et l'influence du métabolisme tumoral pourrait faire partie de l'un de ces facteurs. En fin de compte, le cancer ne se résume pas à la génétique ou au métabolisme des cellules cancéreuses. On a aussi une part du système immunitaire ou du micro-environnement tumoral. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte et qui sont susceptibles d'influencer la prise en charge qui pourra être différente en fonction du type de cancer. À l'heure actuelle, le régime cétogène n'est pas du tout adapté en tant que traitement du cancer ou en combinaison avec des traitements conventionnels. Néanmoins, il n'est pas osé de dire qu'à l'avenir, le régime cétogène pourrait être intéressant pour certains cancers, mais pas forcément pour d'autres. Bon, ça fait pas mal d'informations, je vous l'accorde. Maintenant, il est temps de regarder les revendications de Guy, car à l'écouter, les scientifiques n'auraient rien compris à leur métier, et c'est à lui de nous le rappeler. Premièrement, regardons ce que Guy pense du cancer et des causes génétiques qui lui sont normalement attribuées. Ok, donc en gros, si je comprends bien, on a à la fois un environnement propice qu'on va créer, propice ou pas propice à cette création du cancer. Je pense qu'on a aussi un bagage génétique qui est plus ou moins grand. Notamment, on parlait des cancers du... Vas-y, t'es pas d'accord, dis-moi. Ça, c'est la grosse excuse des oncologues, en disant c'est génétique. Mais un cancer, comme le dit Thomas Seyfried et beaucoup d'autres grands... Stanford, Université, Harvard, le cancer est au maximum génétique à hauteur de 3%. Et le reste... À seulement 3%, donc c'est 97%, 97% environnemental. Voilà, mais tu le crées toi-même. Ici, cela nous montre bien que Guy ne comprend pas vraiment ce qu'il dit. Il confond prédisposition génétique et hérédité. En effet, le cancer n'est pas une maladie héréditaire, on ne le transmet pas parent à l'enfant. Cependant, on peut transmettre certains gènes qui peuvent augmenter nos risques d'avoir un cancer, comme j'ai dit précédemment. Par ailleurs, la prévalence des cancers à cause de mutations génétiques héréditaires peut aller jusqu'à 10% et pas 3%. Donc quand on dit que le cancer est une maladie génétique, c'est parce qu'elle est causée par une modification des gènes qui contrôlent la croissance et la multiplication des cellules. Alors, pourquoi est-ce que ces oncologues disent ça ? T'as un cancer du sein, ils étudient le cancer du sein et ils voient qu'il y a tel ou tel gène.
Et il voit que dans 50%, 80% des personnes qui ont un cancer du sein, il y a tel gène. Donc, on dit, bah voilà, c'est le gène qui est responsable. Mais, excuse-moi encore une fois de parler comme ça, mais c'est d'une connerie grave. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ça veut dire que l'épigénétique, ils savent pas ce que c'est. Notre corps réagit en fonction d'une situation donnée. Et quand il s'agit du cancer, notre corps fabrique ce gène. Mais c'est pas ce gène qui a fabriqué le cancer. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Vous répondez pas? Non. Quand je comprends pas, je réponds pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Votre phrase. J'ai dit? Aujourd'hui, on sait que tu peux faire ça sur tous les cancers. On sait que quand il y a tel gène, c'est parce que ton corps l'a fabriqué, l'épigénétique. Ça veut rien dire, je réponds pas. L'épigénétique ne permet pas de créer des gènes, ce n'est pas du tout son objectif, il faut arrêter là. Les oncologues sont bien au courant de ce qu'est l'épigénétique, étant donné qu'elle montre une certaine importance dans l'apparition de certains cancers. Pour vous résumer simplement, l'épigénétique consiste à modifier l'expression d'un gène sans faire de mutation, en ajoutant certaines molécules sur une partie de notre ADN. Par exemple, ici on a deux fleurs qui sont identiques en théorie, sauf que l'une a subi une épimutation sur un gène de gestion de l'apparence. Dans le cas de ces fleurs, une molécule peut arriver sur le gène, modifier totalement son expression, voire même éteindre la fonction principale. Ici on remarque bien que l'épimutation a consisté à modifier de façon très importante la forme de la fleur. Ok, pour en revenir au cas du cancer, il est possible que notre environnement augmente les épimutations sur certains gènes liés à la prolifération des cellules. Ainsi, si ces gènes subissent des épimutations, ils peuvent être inactivés, participant au final à la création d'une tumeur. Pour finir, étant donné que les épimutations sont totalement différentes et réversibles comparées à des mutations génétiques, des traitements sont à l'étude afin d'inhiber les processus d'épimutation et de réactiver les gènes qui permettent de lutter contre les cellules tumorales. Les oncologues ne nient pas les facteurs environnementaux qui peuvent augmenter le risque de cancer. Les oncologues ne disent pas que le cancer est d'origine héréditaire. Le cancer, ou je dirais plutôt les cancers, sont d'origine multifactorielle. Et je vois pas en quoi sortir la carte de l'épigénétique permettrait de contrecarrer le paradigme actuel. Tu disais quoi, Guy, déjà? Mais c'est d'une connerie grave. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ça veut dire que l'épigénétique, ils savent pas ce que c'est. C'est rigolo. Encore une fois, je ne peux pas résumer en quelques phrases ce qu'est l'épigénétique et son influence dans le cancer. Cependant, je peux vous renvoyer vers une vidéo de Science Étonnante, encore une fois, qui a fait une super vidéo de vulgarisation. Non, vous savez ce qui serait le plus cocasse? Ce serait que Guy fasse la promotion de désinformation au niveau de la santé, mais qui cite une source qui le contredise. Ah bien sûr, vous êtes choqués là, mais ce n'est que le début. Regardons ce que Guy aurait compris du cancer de la prostate. Attention mesdames et messieurs, vous avez le droit au plus gros contresens de la vidéo, on est parti. Et cette théorie, c'est la théorie d'il y a 60 ans, les amis, 60 ans. Comme quoi le responsable, ce serait la testostérone et qu'il suffirait de faire une castration chimique ou pas, prendre du Zytiga et on survit. Et on survit. Alors, c'est dingue. Mais dingue, ridicule. D'abord, ça se saurait. Et bien, toutes les recherches actuelles, toutes les recherches depuis maintenant pratiquement 11 ans, 12 ans, on prouve que le cancer de la prostate est provoqué chez les hommes à faible taux de testostérone. Guy nous présente plusieurs articles et vidéos qui sembleraient démontrer que des médicaments comme le Zytiga ou la castration chimique ne sont pas efficaces pour permettre de guérir d'un cancer de la prostate. Nous allons voir ce que disent les sources qu'il fournit. Là, je tombe sur une vidéo d'un chercheur belge qui déconstruit les mythes au sujet de la testostérone et du cancer de la prostate. Donc super, nous allons voir ce que nous propose Guy pour démontrer que la testostérone n'est pas en cause dans le cancer de la prostate. Professeur Schulman, vous êtes professeur émérite à l'Université de Bruxelles, vous étiez chef de service d'urologie et vous êtes éditeur émérite du journal European Urology de 1975 à 2005 et vous êtes maintenant à la clinique Edith Cavell. Et vous allez nous parler aujourd'hui de testostérone et de cancer de la prostate. Absolument, la testostérone est un sujet dont on parle énormément, non seulement dans les milieux médicaux, scientifiques et autres, mais aussi dans le grand public, comme vous le montre ce magazine très lu. Un des aspects importants de la testostérone, c'est qu'il persiste aussi bien dans le monde médical que dans le public, l'idée que la testostérone peut favoriser, voire induire ou aggraver un cancer de la prostate. Or, cette notion qui existe depuis plus de 50 ans a été complètement remise en question au cours des 15-20 dernières années. Et c'est important, je dirais, de remettre les pendules à l'heure et de revoir un petit peu quelles sont les données scientifiques actuelles qui, justement, montrent que la testostérone n'entraîne pas de risque de favoriser ou de provoquer un cancer de prostate. Ok, autant pour moi, Guy a peut-être raison, la testostérone n'est pas en lien avec le cancer de la prostate. Cependant, si vous avez bien écouté cette vidéo, vous savez que Guy a un cancer de stade 4 avancé et métastasé. Or, que dit ce chercheur sur les stades avancés de cancer et la castration? La première, c'est que la castration, à l'époque chirurgicale, ou l'administration d'œstrogènes qui contrait
les effets de la testostérone, faisaient régresser les cancers de prostate métastasiés très avancés. Donc, chez quelqu'un qui a un cancer avancé, supprimer sa testostérone, la contrer, avait un effet bénéfique. De là, le corollaire, peut-être logique, mais absolument pas démontré scientifiquement, c'est que si supprimer la testostérone améliore quelqu'un qui a le cancer, en donné pourrait être dangereux et en induire. Ah mince, ça augmente la survie. Ah peut-être que Guy s'est trompé finalement. Ah, je retire ce que j'ai dit, il a rien compris. En fait, pour résumer, plus on vieillit, plus les risques de cancer de la prostate sont élevés, mais en même temps, plus on vieillit, plus la testostérone diminue. Il existe donc une corrélation inverse entre des niveaux de testostérone élevés et le risque de cancer de la prostate. Cependant, ça peut être assez contradictoire, car pour des personnes avec un cancer de la prostate à stade avancé, comme Guy, faire une castration chimique ou prendre des traitements qui vont inhiber la testostérone augmentera la survie. Le pire dans tout ça, c'est que Guy a également fait un commentaire sur cette vidéo. Il s'est quand même dit, ok, je vais parler de cette vidéo, je vais la mettre en description, mais je n'ai pas compris son contenu. C'est prodigieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans une autre vidéo, il explique que le Zytiga peut être remplacé par des infusions de menthe, car la menthe, ça diminue la testostérone chez les femmes. Menthe fraîche. Alors on peut mettre de la menthe fraîche ou on peut mettre de la menthe poivrée. Et oui, c'est tout simplement ça, la découverte. Alors, vous connaissez certainement, que le seul traitement chimio, c'est des pilules, mais c'est de la chimio quand même, c'est le Zytiga. Et le Zytiga est censé empêcher les cellules du cancer d'absorber la testostérone. J'avais un seul effet palpable, un effet secondaire du Zytiga. C'est mal au poignet, ici et là. Et oui les amis, j'ai cette même douleur lancinante quand je prends beaucoup de feuilles de menthe. Alors, 9 septembre, mon nouvel examen. Si ma testostérone est restée au niveau le plus bas sans avoir pris de Zytiga, eh ben, ça voudra dire que Big Pharma vous fabrique un médicament qui coûte 10 500 $ par mois aux États-Unis, qui coûte 3 500 € en France, et que ce médicament ne sert strictement à rien, à part risquer de vous tuer, de vous détruire les os, de vous détruire votre cœur, puisqu'il y a des arrêts cardiaques, 30% des 30, je sais pas de combien de pourcents qui restent. Des effets secondaires, c'est un médicament vraiment pas anodin, ce n'est pas de l'aspirine. Il confirme cela dans son livre plus tard, disant que, je cite, « Les feuilles de menthe fraîche servent à remplacer le Zytiga ». Il explique quelques lignes plus tard que, étant donné que sa testostérone n'a pas évolué et est restée à des niveaux très faibles, les feuilles de menthe permettent de remplacer le Zytiga. Il aurait peut-être été intéressant de rappeler que Guy a subi une castration chirurgicale qui, quand on regarde les études, supprime de façon immédiate et définitive la source testiculaire des androgènes, soit 95% de ceux-ci. Cependant, il y a effectivement des études qui ont été réalisées sur des femmes atteintes d'hirsutisme, c'est-à-dire qu'elles avaient une croissance excessive de poils de type masculin après la puberté, causée principalement par un excès de testostérone. Donc on pourrait se dire que Guy a peut-être raison. Ça pourrait être intéressant dans son cas. Ouais, sauf que... Déjà, premier problème, les traitements anti-hormonaux pour les femmes atteintes d'hirsutisme n'ont pas montré une efficacité très intéressante, voire très importante, donc imaginez avec des feuilles de menthe. Les effets sur la testostérone étaient très faibles et non comparables à du Zytiga, qui est un traitement hormonal. Cependant, aucun essai clinique à ma connaissance a été réalisé dans le cas d'un cancer de la prostate avancé. Donc utiliser des études sur une pathologie différente, tout en omettant qu'on a subi une castration chirurgicale qui diminue drastiquement la testostérone... C'est la goutte là! Aveugle, pour moi, c'est de la connerie. Ça veut dire, on prend des gens, on les coupe en deux. On en prend une partie qu'on sait qu'on va tuer quand c'est grave. Et l'autre, où on espère qu'on va les sauver. C'est honteux. C'est une méthode qui ne devrait pas exister. On prend les 100 personnes sur une cohorte de 100 et on essaye de soigner les 100. On ne triche pas en faisant croire à 50 qu'on leur donne un traitement alors qu'on leur donne un placebo. Personnellement, pour moi, ça me révulse. Alors quand on me parle chaque fois de double aveugle, je saute en l'air. Ah non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Si je vous file un bon gros paquet de fric, vous la bouclez ou pas? À ce stade, je commence vraiment à douter du coefficient intellectuel. Je suis de 143 de Guy, parce que là, une simple recherche internet permet de contredire ses propos. Les études qui essayent de comparer des traitements entre eux utilisent comme placebo des thérapies qui ont déjà fait preuve d'efficacité. Ce sera donc un groupe contrôle. Le groupe expérimental sera un groupe qu'on essaiera de déterminer s'il est efficace comparé à un produit qui a déjà fait preuve d'efficacité. Mais vous avez une intelligence supérieure. À côté de ça, Guy n'est pas médecin. Il ne fait pas la promotion de pseudosciences, d'arrêt de traitement. Non, ce n'est pas son genre. Clairement pas son genre. Que nous ne sommes pas médecins, nous ne donnons aucun conseil médicaux. Nous pouvons simplement témoigner sur ce que nous avons fait pour nous-mêmes. Je pense qu'on peut le croire sur parole. C'est quelqu'un de sincère et d'honnête. Je pense qu'après ce qu'on vient de voir, rien ne peut nous faire changer d'avis. Je vais vous faire une vidéo au sujet d'un médicament qui peut vous tuer. Non pas qui peut, mais qui va vous tuer. Peut-être pas tout de suite, mais quelques années après, sûrement. Certainement, et sans l'ombre d'un doute. Je n'affirme rien. Je suis déçu. Donc là on est d'accord, il a dit qu'il n'affirme rien. Et qu'est-ce qu'il a dit une seconde plus tôt? Non pas qui peut, mais qui va vous tuer. Je n'affirme rien. Je n'affirme rien.
Continuez, Jackson, vous m'intéressez. J'ai été chercher, à mon habitude, et j'ai trouvé en premier Jason Fong. Nous dit que c'est pas vrai, et qu'il y a moyen de sortir de cette spirale infernale. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de l'autophagie. Au bout de 3 semaines à peu près, eh ben c'était fini, je n'avais plus de diabète. Mais si on est sage, eh ben on n'a plus de diabète. Voilà. Vidéo, donc si vous avez du diabète, arrêtez de manger du sucre, arrêtez ces médicaments qui sont des cochonneries, qui m'ont mené au cancer. Jason Fong, sérieusement? Ah mais oui, c'est le docteur là qui fait de l'intimidation, qui fait du harcèlement sur les réseaux, qui a été débunk par toute la communauté scientifique. Très bonne source d'information pour changer. Et il y en a même certains qui me disent que je pourrais être scientifique. Mais je commence à vous croire. Cette merveille. Pourquoi cette merveille? Parce que cette merveille vous prend le sucre dans votre sang et va le planquer sous le tapis. Moi, mettre la poussière sous le tapis. À savoir vos cellules graisseuses, il le stocke. Et comme ça, quand vous prenez le tête, vous voyez, il n'a plus de sucre. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a planqué ailleurs que dans votre sang, mais il est toujours dans votre corps. Oui, et alors? Je savais pas que réguler la glycémie, quand on a un diabète, est quelque chose de mauvais, mais c'est ce que Guy est en train de supposer. Dans le cas d'un diabète de type 2 ou d'un prédiabète, l'insuline ne fonctionne pas très bien. On peut parler de résistance à l'insuline. La metformine est là pour augmenter la sensibilité à l'insuline, et que les cellules et les tissus environnants utilisent de façon optimale le glucose. Alors expliquez-moi quelque chose, pourquoi le sucre qui est dans votre sang est mauvais, et le même sucre qui est caché dans vos cellules graisseuses ne serait pas mauvais? Ça tient pas. Pour moi, ça tient pas. Qu'est-ce que c'est cette question-là? Le fait que Guy pose cette question montre bien qu'il a un manque de culture au niveau de la physiologie du diabète. Le fait d'avoir du glucose stocké au niveau du foie et des muscles n'est pas forcément problématique. Par contre, avoir une glycémie extrêmement importante peut être très dangereux, car cela peut altérer les petits vaisseaux sanguins et engendrer des pathologies au niveau des yeux par exemple, appelées rétinopathie, ou encore des néphropathies au niveau des reins, voire des neuropathies au niveau des nerfs. Ah, et pour finir, ça augmente également le risque de maladies cardiovasculaires. Donc non, avoir une glycémie élevée est totalement différent d'avoir du glucose au niveau du foie ou des muscles par exemple, mais Guy parle de tissu adipeux. Sauf que dans le tissu adipeux, y a pas de glucose en fait. Pas de chance. Le glucose peut se transformer en acide gras par divers processus. Et cela est une réaction tout à fait normale, sauf si cette dernière est poussée dans l'extrême. Guy explique que la metformine pourrait être dangereux. Mais j'ai envie de dire, comme n'importe quel médicament. Pour certaines personnes, la metformine est déconseillée, par exemple ceux qui ont une maladie au niveau des reins, une maladie du foie, voire certaines insuffisances cardiaques. Et il y en a d'autres. On a aussi des effets secondaires qui sont assez connus, comme des ballonnements, des crampes d'estomac, des nausées, des vomissements, voire des diarrhées, et des hypoglycémies. Et bien sûr, dans de rares cas, on peut avoir des risques d'acidose lactique. C'est une accumulation importante de lactate dans le sang. Il y a un effet qui se coule qu'on a remarqué également, c'est que les personnes qui prennent de la metformine ont des risques de cancer et de cancer de la prostate beaucoup plus bas. Et c'est encore une fois assez ironique. En tout cas, pour ce qui est du diabète de type 2, la metformine est un médicament très étudié. Ses effets bénéfiques sur la régulation de la glycémie sont connus et établis depuis longtemps. Mais comme tout médicament, il peut comporter des risques. C'est donc à votre médecin ou à votre endocrinologue de déterminer si vous devez ou non prendre de la metformine. En vrai, je me casse la tête à faire des explications. Il y avait simplement à vous montrer ça. Ça tient pas debout. Pour moi, ça tient pas debout. Non, je suis pas médecin, mais... Et que mon traitement ne consiste bien évidemment pas à avoir supprimé la médication style metformine. J'ai supprimé en même temps toutes les statines et j'ai supprimé en même temps le lisinopril qui est censé faire baisser ma tension. Je pense qu'on peut tuer le cancer. Je fais actuellement plein, il n'y a pas d'autre mot, de traitements différents qui sont faits par certains individuellement. Je les fais tous et chaque fois que j'en trouve un, je le rajoute. Là, j'ai trouvé, je suis en Espagne actuellement, et par chance sur Amazon, la vitamine B17 qui contient du cyanure est en vente sur Amazon. Je vais donc m'acheter la vitamine B17 que la FDA interdit aux États-Unis. Notre corps, il a besoin de ce qu'il a toujours eu, à savoir de l'alimentation naturelle. Ok, donc il consomme du cyanure pour tuer le cancer, intéressant. En fait, si la FDA ne le recommande pas, c'est qu'il y a bien de raison. Aucun essai clinique à l'heure actuelle ne montre bénéfice à une supplémentation au cyanure, qui, je ne le rappelle, n'est pas du tout une vitamine. Quand je dis aidez-moi, aidez-nous, aidez à sauver les 35 millions de personnes à travers le monde qui meurent du diabète de type 2, qui meurent du cancer, qui meurent d'Alzheimer, qui meurent de Parkinson. Parce que tout ça, c'est la même maladie. Tout ça, c'est la maladie de la fermentation du sucre dans votre corps. Tout ça, au départ, c'est cette saloperie, excusez-moi le terme, de metformine. C'est cette conspiration de la médecine qui essaye de nous faire prendre des médicaments pour rien, pour s'engraisser, alors qu'il y a 50 autres méthodes, dont l'autophagie bien sûr, pour se débarrasser définitivement de ces médicaments et de ces maladies. J'en suis la preuve vivante aujourd'hui et je ne suis de loin pas le seul. De ces vidéos, il a même fait une comparaison qui m'a un peu troublé parce que j'aurais bien voulu la faire, mais il l'a fait avant moi. Ça crie pas en bas. Pool d'experts, dont des prix Nobel, dont des professeurs, chercheurs à travers le monde entier.
Et quand j'obtiendrai mon rendez-vous, parce que je l'aurai avec le président Donald Trump, je lui dirai, voilà, arrêtez, vous avez une équipe de losers qui jettent l'argent par les fenêtres. Je vous propose à la place des gens qui savent de quoi ils parlent, des héros, des vrais héros qui se battent contre une... je sais même pas comment le dire. Vous savez, j'ai pas l'impression, en ce qui concerne la médecine, de vivre dans un pays libre, de vivre aux États-Unis en 2019. J'ai l'impression de vivre en Allemagne nazie en 1940. Et je pèse mes mots. You are fake news. Sir, go ahead. Can you stay? Oh, attention Guy, Donald Trump, t'es un ouf toi. Je vais te démonétiser. Ça va pas te dire des choses comme ça. À côté de ça, Guy est quand même cool. Il a un sacré talent pour mêler analogie, histoire et science. Sauf que parfois ses exemples et arguments sont assez limites. Le jeune qui a fait d'un côté beaucoup d'anti-jeunes, mais qui se repose sur absolument aucune étude et rien du tout. Et à côté de ça, on voit que le jeûne thérapeutique, Arte en a fait plusieurs vidéos, plusieurs films, 1 heure en Russie, etc., etc. Et on le sait que ça soigne. On le sait qu'on ne meurt pas d'un jeûne quand on est, regarde les prisonniers américains au Japon, ils étaient squelettiques et ils avaient des muscles parce qu'on les faisait travailler comme des bêtes. Je parle même pas des camps de concentration où ils étaient tous squelettiques et ils sont pas morts du fait d'être sans nourriture pendant X et X temps. Ils sont morts parce qu'on les a tués. Alors maintenant, tout à coup, décider que le jeûne tue, eh ben non, je suis pas d'accord. On peut remercier Guy parce qu'il nous rappelle un peu l'histoire, c'est qu'on a du mal à l'oublier, je pense que... Moi je m'en souvenais plus trop, hein, le lycée c'est il y a longtemps. Hein. Donc, merci pour cette info, je pense qu'il est vraiment capital dans le débat. Un très bon point pour le jeûne. Ce passage que je viens de vous montrer, c'est parti d'un live que Guy avait organisé avec Eric Gandon, un naturopathe qui a été mis en examen après qu'une personne qui faisait jeûner est décédée. Après on peut lui pardonner, car ce qui est cool avec Guy, c'est que c'est vraiment quelqu'un de généreux. Il donne sans recevoir. Par exemple, sur son site internet, on peut remarquer un onglet « Cancer Cure », donc traitement pour le cancer. Il y met la liste de tous ses compléments alimentaires, ainsi que la posologie. Permettez-moi un petit peu de douter du mot « cure », juste un petit peu. Ah mais attendez, en 2023, il a changé pour un autre nom, donc ça va. Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. On peut également retrouver des avis de non-responsabilité médicale. Ça stipule en gros qu'ils ne sont pas responsables de ce que vous allez regarder sur le site et ce que vous allez faire, expliquant souvent que leurs protocoles, les informations, voire les compléments qu'ils vendent, ne sont pas approuvés par la FDA, que les risques après consommation sont inconnus, etc., etc. Donc quand vous voyez ce type d'avertissement qui se nomme Quack Miranda Warning, en anglais je crois, il faut fuir. Car il est fort probable que la personne qui a créé ce site est un charlatan. C'est intéressant parce qu'on a pu voir ce type d'avertissement chez Eric Berg, Dr Mercola. Comme par hasard, quoi. Il en va sans dire que ce type d'avertissement n'offre aucune protection contre des conséquences juridiques par exemple. Ah, et un petit rappel au niveau des droits d'auteur, cette vidéo est totalement légale et conforme à la loi. Car en effet, il existe des exceptions aux droits d'auteur, qui, je cite, « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soit indiqué clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées. » Pour résumer, ma vidéo respecte totalement le droit français, c'est donc inutile de la signaler à YouTube ou de m'envoyer vos avocats. La censure et l'intimidation ne fonctionnent pas. Après, il a aussi des invités assez douteux comme Thierry Casasnovas, qui l'aurait beaucoup inspiré, dit-il. En ce qui concerne Thierry, bien sûr, il est rempli de bons conseils, il sait beaucoup de choses. En gros, Thierry Casasnovas, c'est un youtubeur qui est anti-médecine conventionnelle, pro-jeune, qui s'inspire beaucoup de la naturopathie. Voici quelques extraits qui, je pense, pourront présenter parfaitement le personnage. Je n'ai plus de thyroïde suite à un cancer en 2007. En fait, tu as eu un cancer et c'est les médecins qui t'ont donné le thyroïde. Tu n'as plus de thyroïde suite au médecin en 2007. Et j'aimerais à travers la mémoire cellulaire de ma thyroïde essayer de la faire repousser à partir de quelques tissus thyroïdiens par-ci par-là. Oui, il y a des tissus thyroïdiens de toute façon. Et c'est de temps en temps je saute un repas, de temps en temps je fais un jour de jeûne, de temps en temps je fais un jour de jus, de temps en temps je jeûne 2 jours, de temps en temps je mange 2 jours, de temps en temps hop, guérilla longtemps. Adaptation permanente. En temps de l'adaptation, tu vas pousser ton corps, tu vas aider ton corps, tu vas induire cette direction pour reconstruire des nouveaux tissus thyroïdiens. Ça peut être long, ça peut ne pas être long. On a quand même maintenant suffisamment de témoignages de personnes dont la thyroïde a repoussé. Question de Colette. Bonjour, ma question porte sur mon amie qui est âgée de 64 ans et séropositive. Aurais-tu quelques conseils à lui donner? Elle mange très sainement et prend la trithérapie, mais peut-être as-tu plus de conseils à lui donner bien spécifiquement à cette terrible maladie? Quelle maladie? Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Je veux dire, il n'y a pas de maladie. Enfin, si ce qu'on définit par maladie, bon, déjà la définition de la maladie. Mais la maladie, c'est le méchant microbe ou le méchant bactérie ou le méchant virus qui vient t'attaquer pour te faire du mal parce qu'il avait rien d'autre à faire et qu'il avait arrêté qu'il avait pas de copains pour jouer au flipper. Ce n'est pas une maladie. C'est pas faire du conspiration ou quoi que ce soit pour dire que le virus du sida n'existe absolument pas. Même le professeur Luc Montagnier qui l'a trouvé a bien dit non mais attendez, on avait fait une modélisation, mais en fait c'était pour de rire, on avait dessiné ça avec des copains un soir où on était bourrés, mais il n'y a pas de virus du sida. Après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok, il y a quelques mois, et je voulais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques si merveilleusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Si oui, faut-il encore plus forcer sur les jus de fruits et légumes pour stimuler l'homéostasie, ou peut-être des plantes médicinales particulières plus puissantes? Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres? Évidemment. En ce qui concerne Thierry, bien sûr, il est rempli de bons conseils, il sait beaucoup de choses, il est rempli de bons conseils. Ah, ce bon vieux Thierry, quelqu'un de très recommandable, hein, je vous assure.
Si vous voulez en savoir plus sur Thierry Casasnovas, je vous conseille L'Extracteur, une super chaîne qui dénonce toutes les dérives sectaires, mais principalement celles de Thierry Casasnovas, qui reprennent toutes ses vidéos qu'il aurait supprimées, etc. Si vous voulez un résumé plus concis, je vous conseille la vidéo de Maxella sur le sujet. Pour finir, Guy a également financé une étude scientifique avec Laurent Schwartz et Maurice Israël, qui sont 2 chercheurs français, qui suivent les théories de Thomas Seyfried, mais avec quelques nuances. Selon eux, même lors d'un régime cétogène, le cancer peut se nourrir. Tout ça, c'est grâce à une enzyme, nommée SCOT. Le but de l'étude était de savoir si, en inhibant SCOT, donc cette enzyme, on pouvait limiter la progression tumorale. En plus, selon Guy, on aurait trouvé le remède contre tous les cancers, expliquant que selon lui, il y aurait très peu de chances que le cancer puisse survivre à leur, entre guillemets, traitement. Je pense objectivement qu'aujourd'hui, on en a fini pratiquement avec le cancer. Ça me surprendrait que le cancer puisse résister à nos 5 essentiels. Dommage que l'étude soit publiée dans une revue prédatrice. Concrètement, ce sont des revues qui publient vos articles sans vérifier par un comité de lecture pour une coquette somme d'argent. Fait intéressant, un journaliste scientifique et chercheur a tenté de piéger cette revue et de publier un article totalement bidon. Étonnamment, il a réussi. La revue était prête à publier son article sans avoir fait de relecture par les pairs de façon poussée. Mais bon, après ça, Guy va vous expliquer qu'il a trouvé la recette miracle contre le cancer. Bon, concrètement, qu'est-ce que nous dit cette étude ? Dans la littérature, on a vu précédemment que le régime cétogène pouvait être prometteur, mais que les preuves sont faibles, et la méthodologie parfois assez bancale. Cependant, Laurent Schwartz et Maurice Israël nous expliquent que le régime cétogène pourrait être dangereux, car le cancer pourrait se nourrir des corps cétoniques. Problème, cette hypothèse ne fait pas du tout l'unanimité. Voici une réponse par exemple de scientifiques spécialisés dans le régime cétogène qui ont répondu au Dr Schwartz et Maurice Israël. Je vous cite la conclusion de leur réponse. Bien que nous pensons que leur hypothèse principale selon laquelle l'inhibition du SCOT pourrait cibler les cellules tumorales mérite d'être étudiée plus avant, nous soutenons que les données précliniques et cliniques présentées fournissent au mieux des preuves faibles et, en particulier, ne soutiennent pas l'idée que le régime cétogène serait contre-indiqué dans le traitement du cancer. Bon, pour finir, pour avoir un avis extérieur, j'ai contacté la NACRE, ou Réseau Nutrition, Activité Physique, Cancer et Recherche, qui regroupe un pool d'experts dans la nutrition du cancer. Je leur ai posé la question de l'importance ou non du régime cétogène et du jeûne dans la prise en charge du cancer, et s'ils connaissaient par hasard le docteur Laurent Schwartz ou Maurice Israël, ainsi que les études scientifiques qu'ils ont publiées. Je ne connais pas les travaux des docteurs Schwartz et Israël, et une recherche rapide me permet de vous dire qu'il ne s'agit pas d'articles sérieux, ni de journaux scientifiques de qualité dans lesquels leurs articles sont publiés. Comme vous le dites, il n'y a chez l'humain aucun essai clinique de phase 3, ni étude observationnelle d'ailleurs, qui montre pour le moment que des périodes prolongées de jeûne ou qu'un régime cétogène auraient des effets bénéfiques contre le cancer. Quelques études expérimentales existent, mais nous ne pouvons pas extrapoler. Aussi, même les travaux du célèbre Walter Longo n'ont pas pour le moment abouti à un essai clinique de phase 3, juste une étude de phase 1 montrant la sécurité potentiellement chez quelques patients, mais pas de résultats pour le moment sur des essais cliniques sur l'efficacité. Des essais sont en cours, même en cours de recrutement, à Gustave Roussy par exemple, études Kétorin, etc., mais aucun résultat n'est disponible pour le moment. La tumeur, bien évidemment, va puiser ses besoins dans d'autres sources, le muscle, etc., suite à une période prolongée de régime cétogène, sans oublier les effets désirables que cela peut avoir sur les patients à fort risque de dénutrition et sarcopénie. Bien cordialement. Et comme nous l'explique ceux que j'ai contactés de la NACRE, la tumeur peut se nourrir par plusieurs mécanismes et voies métaboliques, donc il est très peu probable qu'en inhibant seulement SCOT puisse éliminer définitivement le cancer, comme nous le répète Guy dans ses précédentes vidéos. Alors attention, je ne dis pas que SCOT ne pourra pas être intéressante à l'avenir. Je dis simplement qu'avec les preuves que nous disposons, nous ne pouvons faire aucune conclusion. Une chose que Guy ne comprend pas malheureusement. Enfin bref. Malheureusement, j'aurais pu faire une vidéo de 2 heures avec toutes les incohérences et conseils dangereux que Guy a fait sur sa chaîne. Car, je le rappelle, il a fait plus de 2000 vidéos à ce jour et publie quasiment une vidéo par jour. Donc, vous comprenez que c'est compliqué à suivre. Je pourrais parler du fait qu'il a menti sur la durée du traitement hormonal qu'il prenait, le Zytiga. En effet, dans une vidéo qui était adressée à un de ses détracteurs, Guy brandit une pile de 17 boîtes de Zytiga et explique que c'est 17 mois de traitement. Ceci, voilà
Voilà, tu vois là, tu as 17 mois de Zytiga. Prouvant ainsi à sa communauté que le Zytiga n'a pas pu agir dans la guérison de son cancer. Après, si on avance un peu plus loin dans la vidéo, on peut remarquer que ce sont des boîtes de 12 comprimés. Dans le Vidal, on remarque que la posologie est 2 comprimés par jour. Une boîte correspond donc à 6 jours de traitement. Pour finir, on peut faire un petit produit en croix, et on remarque qu'en fait, c'est pas 17 mois de traitement, mais 3 mois et demi de traitement. Ah mince, mais encore un mensonge. Il confond également castration chirurgicale et vasectomie, alors que ça n'a rien à voir. Remplacé par une orchidectomie dont je ne connaissais même pas le nom, un peu similaire à ce qu'on appelle en France une vasectomie, à savoir supprimer définitivement la possibilité que nos testicules fabriquent de la testostérone. Donc si je résume, Guy est une personne qui a subi une castration chimique qui permet d'augmenter la durée de vie, il a suivi un traitement de Zytiga, une hormonothérapie qui permet également d'augmenter la survie. À côté de ça, il prend des dizaines et des dizaines de compléments alimentaires, il pratique du jeûne, et selon ses dires, son cancer aurait disparu. Avec tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on peut affirmer sans aucun doute que Guy a guéri son cancer seulement grâce au jeûne et à ses traitements alternatifs? Non, on ne peut pas dire que Guy a réalisé une étude scientifique sur lui-même. Ce n'est pas comme ça que marche la science. Mon observationnel à moi est la résultante d'une étude scientifique. Et c'est comme ça que je me suis soigné. Non, on ne peut pas savoir réellement ce qu'il a guéri et on ne peut pas déterminer si le jeûne, son traitement métabolique, l'a guéri réellement. Je suis personnellement très content pour lui que la progression de son cancer a diminué, sincèrement, mais avec toutes les thérapies conventionnelles qu'il a subies, on ne peut pas déterminer ce qui l'a réellement guéri. Bref, je pourrais passer des heures à vous parler de toutes les incohérences et contradictions de Guy, mais c'est pas faisable. Merci, la loi de Brandolini. Pour finir, s'il vous plaît, n'allez pas harceler Guy après le visionnage de cette vidéo, ça ne servira à rien et ça ne pourrait que desservir la cause. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter, car si ce type de vidéo vous intéresse, j'ai de la matière pour en faire plusieurs. Allez, sur ce, des bisous.